Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. 20 ans après avoir été chassés du pouvoir, les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan. Quel avenir pour les femmes dans ces conditions? Je recevrai l'eurodéputée belge Assita Kanko. L'histoire de l'Europe, nous allons vous raconter le parcours de Simone Veil. Elle a été la première femme présidente du Parlement européen de 1979 à 1982. Les expressions populaires, jamais les Français disent « quand les poules auront des dents ». Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Aujourd'hui, je reçois Thierry Ertou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la médiathèque départementale de Seine-Maritime. Avant d'évoquer les fonds européens que vous bénéficiez, je voudrais d'abord que vous reveniez sur les missions de la médiathèque. Quelles sont-elles? Alors, une médiathèque départementale, il y en a une par département. La mission principale des médiathèques départementales, c'est de soutenir et de développer la lecture publique sur le territoire. Donc ça passe par des actions un petit peu récurrentes qu'on trouve dans toutes les médiathèques. Il y a un aspect conseil, certains diraient ingénierie, auprès des collectivités, dans le cadre de création d'équipements, mais également auprès des bibliothèques, dans le cadre de leur fonctionnement normal. Le tout étant porté par des aides financières que le département apporte et qui sont du coup actuellement, entre guillemets, gérées par la médiathèque départementale, qui est un service du département, je précise quand même. On a un volet formation important, pour les personnels de bibliothèque. On a un volet action culturelle conséquent au travers de la mise à disposition d'expositions qui aident les bibliothèques à développer des programmes d'animation, à travers de la valorisation de spectacles vivants. On présente des spectacles vivants. On aide aussi financièrement à la mise en œuvre du spectacle vivant. On a une action en direction de publics un peu cible, on va dire la petite enfance par exemple, ou les personnels en détention. Ce sont le type de public auquel vous vous adressez? On s'adresse à tous les publics puisqu'on travaille en direction des bibliothèques. Mais on a quelques cibles plus particulières qu'on développe. Et enfin, on prête nombre de documents. On a à peu près 300 000 documents dans la médiathèque et on doit en prêter à peu près 150 000 à 200 000 par an. Sauf cette année, bien sûr. Mais voilà, à peu près dans les grandes lignes, les missions de la médiathèque départementale. Vous proposez aussi des formations pour découvrir un peu, expliquer le fonctionnement d'une bibliothèque. À quel public vous adressez-vous pour ce type de formation? Alors, les publics sont principalement les bibliothécaires du département, qu'ils soient salariés ou bénévoles, mais également, d'une façon plus large, tous les acteurs du livre et de la lecture. Sur certains projets, on est amené à travailler en partenariat, par exemple avec des assistantes maternelles, quand on parle de petite enfance. Donc l'idée, nous, c'est d'améliorer le circuit. Donc à l'origine, on est quand même très centré sur les personnels de bibliothèque, mais comme les bibliothèques travaillent de plus en plus en partenariat avec d'autres, par voie de conséquence, on est amené à travailler, à proposer des formations à des publics plus divers, on va dire. Dans votre médiathèque, on retrouve à peu près 300 000 documents, des CD, des DVD. Qui fait la sélection? Comment sont-ils choisis? Alors, c'est fait par une équipe de bibliothécaires qui chacun se spécialise dans un domaine. Si je prends l'exemple des romans, on a quelqu'un qui est plus particulièrement orienté sur les romans. Les bibliothécaires ont chacun ce qu'on appelle des fiches de gestion, c'est-à-dire un cadre dans lequel ils peuvent, je prends toujours l'exemple des romans, faire une répartition écrite entre les romans de littérature française et les romans de littérature étrangère, une proportion sur, je ne sais pas, moi je vais prendre l'exemple de romans de terroir, donc ça donne un cadre, ce qui permet de les mettre en principe. On a une description très claire des outils avec lesquels ils travaillent, presse, site web, libraire, partenaire en fait. Voilà, c'est un ensemble d'éléments qui font que, en plus de la formation, ils se forment régulièrement, qui font qu'à un moment donné, on a des compétences dans des domaines. Parce que vu le volume, effectivement, on peut pas comme la plupart des bibliothèques, on se répartit un peu. La tâche. La lecture, c'est un enjeu important. Quels sont les livres ou les thématiques qui sont les plus plébiscités par le public? Est-ce que vous avez des statistiques dessus? Est-ce que vous savez un petit peu ce qui plaît? Il y a des statistiques, je dirais, nationales. Et puis, chaque bibliothèque est capable d'avoir une idée de ce qui est le plus demandé, le plus emprunté. Comme j'avais une vague idée de la question, quand même, j'ai regardé, et en fait, le livre le plus demandé cette année, c'est le livre de Pierre Lemaître. Ensuite, on a
J'essaie de me souvenir, du coup, on a eu je l'appelle l'auteur régional de l'étape, Michel Bussy, et Alice Zeniter, etc. Donc ça se porte, les demandes de réservation de titres en particulier se portent énormément sur la fiction. Par contre, on a constaté cette année, particulièrement, tout ce qui tourne autour de la santé et a focalisé aussi beaucoup l'attention. Après, il y a tout ce qui tourne autour de la littérature jeunesse, qui est très demandé, mais qui ne fait pas forcément l'objet de réservation. C'est-à-dire que le public jeunesse n'est pas, sauf quelques titres particuliers, axé sur... il n'est pas axé sur une actualité, alors que le public adulte est très demandeur des dernières nouveautés. Voilà, c'est un peu les... Mais en gros, la fiction domine, j'irais, sur l'aspect plus documentaire. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, vous avez bénéficié du fonds FEDER, le Fonds européen pour le développement régional, pour développer la BibNum 76, alors des bibliothèques numériques pour la médiathèque départementale. Quelles ont été les étapes pour pouvoir bénéficier de ces financements ? Alors, c'est d'abord un travail en partenariat. On a travaillé avec, je dis la cellule Europe, je ne sais pas trop si c'est comment, voilà, enfin, les personnes au département qui gèrent les dossiers européens. Ensuite, on a travaillé avec les directions des systèmes d'information, donc l'informatique, les services informatiques. Et ensuite, nous, on avait un projet qui était plus qu'en jachère. Et c'est la confluence de tous ces intérêts qui fait qu'à un moment donné, on a pu monter un dossier. En partenariat avec la cellule Europe, on a monté le dossier, je dirais, papier, le plan de financement, etc. C'est toutes ces étapes-là. Ensuite, il y a des validations à la fois administrative et aussi politique, c'est-à-dire que le dossier passe dans une commission permanente, il est validé ou retoqué, enfin là, pour le coup, il a été validé par les élus, et ensuite, on attend la réponse. Et donc ensuite, vous avez reçu un peu plus de 96 000 euros sur un montant total du projet qui avoisinait les 192 000 euros. En quoi ces fonds européens ont-ils été particulièrement utiles pour réaliser ce projet ? Sans eux, c'était pas possible ? Non, je ne dirais pas que c'était impossible. Je crois que c'est un projet qui maturait au niveau de la collectivité. L'intérêt du financement, c'est qu'à un moment donné, ça met un focus assez important et une opportunité, en fait. Ça, c'est une reconnaissance, c'est quand même pas négligeable, symboliquement. Et puis, ça nous a permis d'avoir un projet qui soit complet dans ses moyens. Ça nous a permis de mettre en œuvre un portail, ça nous a permis d'avoir sélectionner un nombre de ressources, pour le coup... plus que conséquent, et de développer des ressources, moi j'appelle ça ressources numériques physiques, liseuses, tablettes, jeux vidéo, etc. Ça a validé l'ensemble et ça nous a permis de partir avec, je dirais, un paquet cadeau complet. S'il n'y avait pas les subventions, ça se serait fait peut-être de façon plus échelonnée. Et j'imagine que vous avez aussi eu d'autres partenaires pour ce projet ? Alors pour cette opération, on a travaillé financièrement uniquement avec le FEDER. Par contre, les partenaires concrets sur le terrain, c'est les bibliothèques. C'est-à-dire qu'on a monté, comme ça avait une dimension expérimentale, on a travaillé avec 10 bibliothèques locales qui ont reçu les ressources, etc. Et ça nous a permis de nous donner une expérience concrète d'un projet qui devait de toute façon se mettre en œuvre. Ce projet, il a vu le jour il y a quelques années. Aujourd'hui, quels en sont les bénéfices que vous en tirez du fait de la crise sanitaire récente ? Est-ce que la BibNum 76 a connu un engouement particulier ? Alors, le résultat aujourd'hui, on est passé de 10 à 40 bibliothèques qui bénéficient de l'offre, donc bien au-delà du projet initial qui était autour de 10 bibliothèques. Donc on est allé bien au-delà du projet FEDER. Donc c'est un vrai bénéfice. On a bénéficié grâce au FEDER à cette mise ce cadrage-là d'une expérience, ce qui nous permet sur le terrain, avec les bibliothèques, d'avoir identifié par exemple toutes les problématiques liées à la médiation, à la communication, qui sont indispensables pour porter ce genre de projet. Donc les bénéfices, ils sont vraiment conséquents. Quant à l'effet, je dirais, développement des ressources numériques, de l'intérêt pour le public lié à la période qu'on connaît, à l'évidence, mais ce n'est pas spécifique à la médiathèque départementale, au niveau national, les ressources numériques ont pris un essor évident dans cette année écoulée. Et je pense que ça va perdurer, continuer. Et ça permet à des gens de se rendre compte qu'au travers de l'outil informatique, on peut trouver des choses, je dirais, avec un contenu culturel intéressant, pertinente, et sur lequel on va pouvoir, je ne trouve pas le mot, mais agrémenter, etc. Donc ça permet de se dire que ça fait partie maintenant du pack évident
d'une bibliothèque d'avoir un ensemble des ressources qu'on appelle aujourd'hui encore les ressources numériques, mais des contenus dématérialisés, quoi. Il nous reste une petite minute, peut-être évoquer quels sont d'autres projets que vous avez peut-être en tête qui pourraient voir le jour dans les prochaines années et pourquoi pas, vous auriez peut-être besoin d'autres financements européens pour le coup. Oui, alors dans les projets auxquels on réfléchit, c'est mettre peut-être en place quelque chose autour d'outils innovants, par exemple un espace dans la médiathèque qui permettrait à des bibliothécaires du territoire de venir regarder, observer. Je prends l'exemple des imprimantes 3D avec lesquelles on peut faire des ateliers de création. Enfin, on peut mettre en place ce qu'on appelle les box, les boîtes à livres. Enfin, je m'exprime mal. Les boîtes qui vous permettent de sortir des tickets de livres, comme on a pu le voir dans les gares. On peut développer ce genre de choses. Il y a des idées comme ça. Il y a des idées à avoir. Merci voilà, beaucoup. Il y a plein d'idées. Merci beaucoup Thierry Artout d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la médiathèque départementale de la Seine-Maritime. On s'intéresse à présent à l'histoire de l'Europe. Simone Veil a été la première femme présidente du Parlement européen de 1979 à 1982. Son parcours avec la Maison de l'Europe et Europe Direct. Zone Europe. Simone Veil, de son nom de jeune fille, Simone Anne Jacob, est née le 13 juillet 1927 à Nice. Issue d'une famille juive, elle est déportée en mars 1944 alors qu'elle n'a que 16 ans. Elle vit pendant 13 mois les atrocités de la Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration. Malgré ces épreuves, Simone Veil reprend des études de droit et entre dans la magistrature en 1957. En 1970, elle est la première femme à occuper le poste de secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature après avoir été haut fonctionnaire de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice. Son expérience et ses prises de position l'amènent à être nommée ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing et dans le gouvernement de Jacques Chirac. En mai 1974, elle propose au Parlement un projet de loi pour dépénaliser l'avortement. Ses prises de position sur le sujet sont devenues célèbres et en janvier 1975, l'avortement est légalisé en France. En 1979, elle participe aux premières élections européennes sur la liste de l'Union pour la démocratie française. Elle est élue membre du Parlement européen et elle devient la présidente. Elle est la première femme à occuper ce poste. Son élection au Parlement européen est un symbole fort, symbole de la réconciliation franco-allemande. Simone Veil considère le projet européen comme un moyen de maintenir la paix et de tourner la page des guerres mondiales. Lors de son discours d'investiture à la présidence du Parlement européen, elle énonce ses 3 ambitions pour l'Europe. Pour relever les défis auxquels l'Europe est confrontée, c'est dans les 3 directions qu'il nous faudra l'orienter. L'Europe de la solidarité, l'Europe de l'indépendance, l'Europe de la coopération. Elle contribue à donner une place politique réelle au Parlement européen dans la prise de décision. Elle est récompensée en 1980 du prix Charlemagne qui récompense des personnalités qui ont œuvré pour la construction européenne. Elle quitte le Parlement européen en 1993 et rejoint le gouvernement français comme ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville. Elle est par la suite membre du Conseil constitutionnel durant 9 ans. Au niveau européen, elle est de nouveau sollicitée en 1996 pour être membre de la Commission internationale pour les Balkans. Son dernier engagement politique pour l'Europe intervient lors de la campagne pour la ratification par la France du traité constitutionnel européen de 2005. Elle soutient le oui au référendum avec énergie. Simone Veil a également occupé la place de présidente de la Shoah Memory Foundation et a été membre du conseil d'administration de l'IFRI. En 2008, elle est élue à l'Académie française. Son travail pour l'Europe a été reconnu en France et à l'étranger et on retient d'elle une vision d'espoir et de progrès pour l'Europe. Simone Veil est décédée en 2017 à 89 ans et est entrée au Panthéon en 2018. Zone Europe, l'invité politique. Le 15 août dernier, en seulement quelques heures, Kaboul tombait aux mains des talibans. 20 ans après avoir été chassés du pouvoir, les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan. Quel avenir pour les femmes dans ces conditions? Aujourd'hui, je reçois l'eurodéputée belge Asita Kanko. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et membre de la sous-commission des droits de l'homme. Tout d'abord, votre sentiment sur cette prise de pouvoir des talibans. L'Afghanistan, c'était un combat peut-être déjà perdu d'avance pour les forces internationales dès leur arrivée. Je ne crois pas que c'était un combat perdu d'avance, mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Et quand on regarde la façon dont l'ancien président, le président afghan s'est enfui en abandonnant son pays et son peuple, on se rend...
apparemment avec beaucoup d'argent, on se rend compte que la communauté internationale a beaucoup sponsorisé la corruption, qu'il y a eu beaucoup d'assistanat et qu'il n'y a pas eu beaucoup de renforcement de la capacité au niveau local. Donc aujourd'hui, moi, je suis très inquiète pour la situation des femmes et des filles. Mais une fois de plus, je voudrais parler d'une phrase qu'a dite une journaliste de CNN, Madame Ward, qui a dit que quand il y a eu les attentats du 11 septembre, elle était assise quelque part et elle s'est dit « j'ai honte, je n'ai pas fait attention à ce qui se passait dans le monde ». J'ai l'impression que tous les jours, on répète la même erreur. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'Afghanistan. On a oublié ce qui s'est passé les années écoulées. Mais est-ce qu'on se rend bien compte de ce qui se passe aujourd'hui, pas seulement en Afghanistan, mais aussi ailleurs, pour les mêmes raisons? Et est-ce qu'on peut parler d'un échec militaire, mais surtout d'un échec politique finalement? C'est un échec stratégique, c'est un échec au niveau de tout ce qui est politique internationale et diplomatie. Ça devrait vraiment rentrer dans les... C'est un cas d'école pour tous les étudiants en sciences politiques ou en diplomatie. Je pense qu'on persiste également dans l'erreur. Et le dindon de la farce, un peu, c'est l'Union européenne qui n'a même pas réussi à trouver sa place dans cette conversation, dans ce dialogue. Justement, alors qu'elle a une force. L'Union européenne n'a eu aucun rôle finalement dans ce processus de paix qui a essayé d'être engagé avec les talibans. Mais c'est justement, vous le dites bien, l'Union européenne n'a eu aucun rôle. En fait, on est passif, on attend d'avoir. Alors qu'on a quelque chose à dire. Donc moi, j'ai fait partie... On a aidé l'Afghanistan. On aide, on a beaucoup, un budget prévu pour ça. On a encore entendu la présidente de la Commission dire qu'on allait augmenter ce budget, etc. Donc aujourd'hui, il faut évidemment se concentrer sur les femmes et les filles, les gens qui défendent les droits humains en Afghanistan, mais sans légitimer les talibans, sans renforcer leur pouvoir. Et c'est là, c'est vraiment assez difficile à faire. Et on aura besoin de réponses au cours des semaines qui viennent. C'est la façon dont la Commission va procéder pour acheminer l'aide. Et c'est la façon dont on va procéder pour se faire respecter et faire respecter les droits humains. Et aussi au niveau de l'immigration, on va évidemment devoir accueillir les gens. Il faut aider les gens, il faut les accueillir, mais il faut également construire au niveau de la région. On ne peut pas dire que voilà, tous ceux qui doivent s'enfuir de l'Afghanistan, hop, ils vont venir en Europe. C'est toujours la même philosophie. Ce n'est pas si facile et ce n'est pas possible non plus. On a la même situation au Sahel. Donc la France aura bientôt peut-être un autre Afghanistan dans ce qui se passe au Sahel, dans la région ouest africaine. Alors vous le disiez, avec les talibans, l'une des inquiétudes, c'est la place des femmes dans le pays. Leurs conditions s'amélioraient petit à petit, oui, mais elles restaient quand même très précaires. Quelles sont vos craintes? Est-ce que vous pensez à un retour de la charia? On pense au fait que quand les talibans étaient au pouvoir à l'époque, la burqa était obligatoire, par exemple. Est-ce que c'est l'une de vos craintes? Oui, j'ai beaucoup de craintes, mais aussi un peu d'espoir. Un peu d'espoir parce que venant moi-même d'une culture très patriarcale, assez traditionnelle, où il y avait quand même l'influence de la religion islamique aussi, je crois qu'il y a un effet sur les petites filles quand elles voient la liberté. La première fois que j'ai vu une femme libre, cela m'a fait quelque chose. Et après, on ne peut plus vous enlever ça de la tête. Mais après, il faut tout un chemin pour arriver à conquérir cette liberté. Donc les femmes afghanes ont encore tout un chemin à parcourir. Et là, on les abandonne un peu dans leur élan. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est très inquiétant. Les talibans promettent monts et merveilles, mais on sait très bien que c'est des relations publiques et qu'ils n'ont pas du tout l'intention. C'est impossible. Leur idéologie est basée sur la domination de la femme. Elle doit rester au foyer et mettre au monde surtout des garçons. Et elle-même, en soi, elle n'est rien d'autre qu'un utérus et un buffet qui leur fait à manger, c'est tout. Et donc aujourd'hui, ça ne va pas changer, quel que soit ce qu'ils disent. Donc il faut qu'on reste vigilant, mais qu'on reste vigilant aussi par rapport à l'islamisme, à ce radicalisme islamique, aussi en Europe. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de soutien à ce qui se passe en Afghanistan, en Europe? Je n'ai pas encore vu des gens qui soutenaient vraiment ouvertement les talibans, mais nous étions au Danemark pour la conférence pour les droits de l'homme et il y avait une collègue députée qui a pris un taxi et le chauffeur du taxi était quelqu'un qui lui disait à quel point les talibans étaient formidables. Elle nous l'a raconté, on a eu un peu la chair de poule parce que c'est quand même inquiétant. Mais aujourd'hui, c'est que les talibans défendent.
cet islamisme radical. Il existe également en Europe et il y a des gens qui le soutiennent. Mais quand on voit les talibans qui font ce qu'ils font, tout le monde dit oui, mais il faut arrêter ça, c'est inacceptable. On voit une petite fille qui sautille à l'aéroport en Belgique, on dit c'est génial, c'est le symbole de la liberté. Très bien, mais je tiens à souligner que les gens qui sont enthousiastes, et je suis d'accord avec eux, il faut être enthousiaste quand on voit une petite fille sautiller parce qu'elle est libre, ils doivent aussi les autres jours défendre les petites filles des quartiers ici qui, elles, souffrent au quotidien sous le poids de l'islamisme dans les quartiers. Mais alors là, on dit, mais c'est leur culture, laissez-les faire. Alors ça, c'est dangereux. Donc il faut être cohérent. Alors, quand les talibans étaient au pouvoir en Afghanistan, entre 1996 et 2001, des femmes étaient exécutées sur la place publique. Est-ce que vous pensez que c'est malheureusement quelque chose qui pourrait revenir, malgré le fait qu'ils disent qu'ils ont changé, qu'ils sont ouverts notamment à l'éducation, par exemple? Je ne peux pas lire dans l'avenir, mais si en tant que femme, je n'aimerais vraiment pas être en Afghanistan. Ça, c'est très évident. Si j'étais une personne homosexuelle, je ne voudrais pas non plus être en Afghanistan. Si j'ai une petite fille qui doit encore grandir et tout, je ne voudrais pas non plus y être. Je crois qu'il n'y a rien dans ce qu'ils promettent, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont démontré jusque-là, qui permet d'imaginer que ce sera le paradis pour les femmes. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je crois qu'il faut qu'on soit vigilant et qu'il ne faut pas être naïf. Si on imagine, on laisse les talibans nous bercer avec leurs belles chansons en disant qu'ils vont donner la liberté aux femmes, ça va mal se passer. Je crois qu'il faut rester vigilant, rester ferme, tout en gardant un lien avec la société civile et les activistes qui défendent les droits des femmes. C'est important. Alors, avec cette situation en Afghanistan, vous le disiez, se pose la question des réfugiés. Quelle est la place de l'Europe dans l'extradition de ces réfugiés? Est-ce qu'il aurait fallu s'y prendre plus en amont pour évacuer des gens? Oui. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, finalement? Et est-ce qu'il n'aurait pas fallu une réponse à l'échelle européenne, finalement? Je pense qu'il est trop tard pour beaucoup de choses, et pas seulement pour ceci. Je crois qu'il fallait agir en amont. Pas seulement quand le président Biden a commencé à dire qu'il allait quitter l'Afghanistan. Il a évoqué les 300 000 soldats formés que face à 75 000 soldats talibans. Mais c'était évident que ça allait mal se passer et que Kaboul allait tomber. Et donc, on a été en retard. On aurait dû, et c'est toujours comme ça, on attend toujours le dernier moment, et même là, c'est encore... Est-ce que vous pensez qu'à nous, finalement, la réaction est à vouloir encore, évacuer les Européens, les Américains, simplement nous, en priorité, au dernier moment, et on s'est dit, on évacuera ce qui reste comme place? On aurait dû évacuer les gens beaucoup plus tôt. Et des personnes qui habitent ici n'auraient pas dû aller en vacances en Afghanistan, malgré les conseils du ministère des Affaires étrangères. Donc il fallait respecter cela. Je crois que quand Biden est venu, tout le monde a été ébloui par son discours à l'OTAN, par tous les jolis mots et par le fait qu'il n'est pas Trump. Mais en réalité, on n'a pas vu notre propre rôle et la réaction que l'Union européenne devait avoir par rapport à ça. Et je trouve que c'est vraiment... Moi, j'ai honte quand je vois comment nous avons réagi de manière passive et on est toujours en train de courir derrière les faits. C'est une politique du retard et c'est dommage. Et les talibans voient ça. Aujourd'hui, ils ne voient pas. Vous avez demandé s'ils allaient exécuter les femmes en public. Moi, je pense qu'ils sont à une autre étape où ils vont aller de manière beaucoup plus subtile que cela. Donc aujourd'hui, en privant les gens d'éducation, par exemple, ça c'est une façon d'exécuter une femme parce qu'on lui enlève tous les moyens, on lui enlève tout son potentiel. Voilà, tout son potentiel et elle a goûté à ce que c'est que cette liberté-là et elle la veut plus qu'avant. Et donc il faut qu'on nourrisse un peu ce pouvoir-là. Je crois que c'était un écrivain français qui avait dit que pour construire un bateau, il ne faut pas rassembler ces hommes et ces femmes et leur donner du matériel, leur donner des ordres. Il faut leur donner le désir profond de la mer. Et j'espère que le désir de la liberté est là et que la graine est sémée et qu'elle va continuer à pousser. Nous, on devra aider à l'arroser. Alors, un autre problème qui se pose, c'est que la Turquie, et à la frontière de tous ces conflits, la Turquie accueille déjà 3,5 millions de réfugiés syriens. La Turquie est en train de construire un mur à sa frontière avec l'Iran pour empêcher l'afflux de migrants afghans. Ankara se trouve une nouvelle fois la garde-frontière de l'Europe. Oui. Comment est-ce que l'Union européenne va encore gérer une nouvelle crise qui va s'ouvrir avec la Turquie?
c'est encore aller gérer la conséquence de l'inaction. Alors que si on avait agi en amont, on ne serait pas dans cette situation et ça ne concerne pas que l'Afghanistan, c'est aussi ce qui se passe. Hier encore, il y a eu un bateau qui a dû être secouru au large de Lampedusa avec plus de 700 réfugiés à bord, migrants à bord. Et donc, on assiste à une répétition des choses et la Turquie va continuer à monnayer sa position et cette absence de politique migratoire et l'Union européenne va continuer à se laisser avoir. Et il n'y a pas que la Turquie. Aujourd'hui, on doit également faire face à l'attitude de la Chine et du Pakistan qui jouent double jeu avec les talibans. Donc on risque de se retrouver dans une situation où on n'a rien à dire, où on va simplement subir et courir après les faits et gérer des conséquences et subir d'autres chantages de la part d'Erdogan ou de son remplaçant. Ou alors on va se faire avoir quand il y aura quelqu'un d'autre qui remplacera Erdogan et qui sera peut-être moins brutal apparemment. On va faire comme on a fait avec Biden et Trump en disant « Oh, mais il est tout gentil, le président américain ». Moi, je ne dis pas qu'il est méchant, mais il défend son pays. Il défend son pays. Et c'est le rôle des dirigeants politiques. Ce que nous devons faire, c'est défendre l'Europe. Merci beaucoup, Asita Kanko, d'avoir été avec nous dans Zone Europe sur Sensation. Je le rappelle, vous êtes vice-présidente du groupe des conservateurs et réformistes européens et puis vous êtes membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et membre de la sous-commission des droits de l'homme. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Alors on arrive au terme de cette émission et on en vient à notre rubrique consacrée aux expressions populaires. L'expression pour dire jamais les Néerlandais disent quand les veaux danseront sur la glace. Est-ce qu'il y a une équivalence en Belgique pour dire jamais? Pour dire jamais. En France, on dit quand les poules auront des dents. Oui, tout à fait. Au Burkina Faso aussi, où je suis née, on dit quand les poules auront des dents. Mais je ne connais pas l'expression flamande pour dire jamais. Sans doute parce que je le dis rarement ou que je ne le dis presque pas. Je crois aux possibilités d'avancer. Donc, je connais plutôt des expressions très optimistes. Très bien. Merci beaucoup. Alors, que dit-on ailleurs? Regardez. Les Roumains disent « quand le cochon volera ». En Italie, on dit « quando gli asini voleranno ». Cela signifie « quand les ânes voleront ». Aux Pays-Bas, on dit « quand les veaux danseront sur la glace ». En Espagne, on dit « cuando las ranas crían pelo », quand les grenouilles auront des poils. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation, mais également sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France.